Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire consacré aux enjeux et pratiques disciplinaires dans l'éducation biplurilingue, organisé conjointement par le FI Plurilingue et par l'ADEB. Alors le FI Plurilingue, site internet animé par France Éducation Internationale, qui propose des ressources à destination des acteurs des sections bilingues francophones dans le monde, et l'ADEB, l'association pour le développement de l'enseignement biplurilingue. Alors, ce webinaire est le troisième et dernier webinaire de notre série, tous trois consacrés au thème du plurilinguisme et à l'éducation biplurilingue. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux enjeux et pratiques disciplinaires dans l'éducation biplurilingue. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants, tous trois membres de l'ADEB. Alors, tout d'abord, Madame Myriam Abou-Samra, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, CLA, laboratoire Eliade. Bonjour Myriam, merci d'être avec nous. Bonjour. Nous accueillons également Monsieur Laurent Gaillot, professeur à l'Université de Genève et président de l'ADEB. Laurent, bonjour et merci d'être là. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Madame Catherine Mendoza-Diaz, maître de conférence à Sorbonne Nouvelle, à l'unité de recherche d'ILTEC. Bonjour. Bonjour Catherine, et merci d'être avec nous. Alors, donc merci d'être ici aujourd'hui en direct avec un public nombreux. Vous étiez environ une centaine d'inscrits à ce webinaire. Alors, nous prévoyons une intervention d'environ 45 minutes qui sera suivie d'une séance de questions. Voilà pour les informations pratiques. Donc, place à notre sujet. Je cède la parole à nos intervenants. Monsieur Laurent Gaillot, c'est à vous et merci. Merci beaucoup. Merci Véronique Boisseau pour l'organisation de cet événement. Merci au FI Plurilingue et à France Éducation Internationale de nous associer à cette série de webinaires. Nous apprécions cette collaboration serrée entre le FI Plurilingue et l'ADEB. Bonjour tout le monde et bienvenue sur vos écrans. Donc, je rappelle brièvement que nous avons organisé 3 webinaires. Le premier, planter un peu le décor en articulant les questions de diversité, de plurilinguisme et d'éducation. Le deuxième webinaire abordait plus spécifiquement les questions liées à l'éducation plurilingue, à l'enseignement bilingue, en mettant l'accent sur les enjeux et les pratiques pour la langue ou les langues. Et le webinaire d'aujourd'hui va poursuivre la réflexion sur l'éducation du plurilingue ou l'enseignement bilingue en mettant l'accent cette fois sur les enjeux et les pratiques du côté de la discipline ou des disciplines dites non linguistiques investies par les langues dans le cadre de l'enseignement bilingue. Donc, nous allons nous répartir la parole comme suit. Je vais dire rappeler 2-3 choses sur l'enseignement bilingue et la didactique multi-intégrée ou intégrée qu'il met en route. Ensuite, Myriam va pouvoir mettre l'accent sur les compétences spécifiques des enseignants de disciplines dites non linguistiques. Et enfin, Catherine va mettre l'accent sur les collaborations, les modalités de la collaboration entre les enseignants de discipline et les enseignants de langue. Alors, je commence par rappeler en gros où se situe l'enseignement bilingue dans une panoplie d'approches en didactique des langues étrangères et en didactique du plurilinguisme. Je le fais très brièvement, mais ça nous aidera à voir en quoi justement l'enseignement bilingue occupe potentiellement une place spécifique et peut jouer sur une double articulation qu'on va rappeler, qu'on va illustrer dans notre propos aujourd'hui. Donc, vous voyez, en gros, on peut placer les différentes approches sur 2 axes. Dans l'axe vertical, on va distinguer les approches qui traitent la langue comme objet de réflexion, comme objet de structuration, alors qu'on peut aborder la langue plutôt en usage dans des contextes particuliers, comme outil qui permet de communiquer, transmettre un certain nombre de savoirs dans différents domaines. C'est ce qui opposerait en gros, ce que j'ai mis dans le schéma en bas, une approche plutôt sur la langue. J'ai pris le terme anglais parce que ça marche bien en termes de miroir de language. On regarde la langue, son fonctionnement, ses articulations. Ou alors, on est plutôt focalisé en haut du schéma sur le languaging, c'est-à-dire la langue en action, en usage. Donc, on part d'activités particulières qui mobilisent la langue, mais on étudie la langue à partir de ses activités, à partir de ses contextes, de ses usages. C'est ce qu'on retrouve du côté de la didactique des langues étrangères, comme opposition entre une approche plus grammaticale, par exemple, qui serait plutôt en bas du schéma, dans le cadran gauche ici,
et une approche communicative ou la perspective actionnelle qu'on retrouve en haut du schéma dans le cadran supérieur gauche, où effectivement on sera plus proche de l'usage de la langue en usage dans des activités, dans des tâches particulières. Alors là, c'est un des axes, mais on a un autre axe, l'axe horizontal, qui va permettre de distinguer des approches qui travaillent une langue à la fois, avec une langue à la fois, ce que font la plupart des approches en didactique des langues étrangères, ou alors des approches qui travaillent plusieurs langues à la fois, avec plusieurs langues à la fois, sur la base de plusieurs langues, en direction de plusieurs langues, et c'est ce qu'on retrouve ici à la droite du schéma, dans le tiroir de la didactique du plurilinguisme, on peut appeler ça de différentes manières, mais on retrouve souvent cette étiquette de didactique du plurilinguisme. Et alors là aussi, on retrouve des approches qui travaillent plutôt les langues hors contexte, comme objet de réflexion, comme objet à structurer, à déstructurer, à réfléchir, etc. Et on peut avoir une langue plutôt engagée dans des usages, dans des contextes, dans des activités particulières. Alors on retrouve ici l'enseignement bilingue dans le cadran supérieur droite, parce qu'on voit effectivement qu'en principe, l'enseignement bilingue va aborder évidemment la langue dans des usages particuliers, dans des disciplines particulières, qui sont justement dites non linguistiques, mais l'enseignement bilingue peut mobiliser des liens aussi entre la langue seconde, la langue étrangère d'enseignement, et une première langue qui est disponible dans la classe, dans l'école en général, donc peut activer des processus bilingues ou plurilingues. Donc potentiellement, on est dans une forme de double intégration. Alors si on passe à la diapositive suivante, on voit que l'enseignement bilingue, on peut effectivement le désigner de plusieurs manières. Alors on parle d'enseignement bilingue, on parle d'enseignement par immersion, on parle de DDNL ou DNL. Alors quand on parle de DDNL, c'est justement pour montrer que ces disciplines non linguistiques, elles ne sont pas tellement non linguistiques, elles engagent une deuxième langue d'enseignement, mais toute discipline scolaire engage la langue d'une manière ou d'une autre, passe par une structuration linguistique. Donc, il y a toujours une possible intégration entre des savoirs langagiers et des savoirs qui sont dispensés dans la discipline. Simplement, cette intégration n'est pas beaucoup travaillée, elle n'est pas visible quand on est dans la langue principale de scolarisation. Quand on est dans une deuxième langue d'enseignement, effectivement, on va davantage travailler les liens entre les disciplines enseignées et la langue utilisée pour cet enseignement. On retrouve les étiquettes CLIL et MIL, où on voit que la notion d'intégration intervient. Donc parfois, le terme intégration est au centre de l'étiquette, parfois c'est plutôt bilingue comme enseignement bilingue. Immersion, on voit plutôt le côté exposition à une deuxième langue d'enseignement. Donc les étiquettes varient et elles montrent aussi que l'angle de vue sur ce type d'enseignement peut varier. Donc parfois on met l'accent plutôt sur une langue, sur telle langue, sur les langues, sur le bilinguisme, sur la discipline qu'on considère comme non linguistique ou comme pas tellement non linguistique. Parfois on a carrément l'idée d'intégration dans l'étiquette, mais tout ça varie considérablement. Ce qu'on aimerait vous montrer aujourd'hui, c'est que dans ce type d'enseignement, quelle que soit l'étiquette, on peut jouer justement une double intégration, on peut travailler à l'articulation entre la langue 2 et la langue 1 et d'autres langues éventuellement, mais on peut jouer aussi à l'articulation entre les savoirs de la discipline enseignée et les ressources qui sont mobilisées dans la langue d'enseignement. Et pour illustrer cette double intégration, je vous mets devant les yeux une double citation de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est un professeur émérite de l'Université de Nice, un physicien, et qui est très sensible aux questions justement de langue. Il montre que dans le travail scientifique, quelle que soit la discipline, et là c'est la physique qui paraît pourtant assez, imperméable à l'engagement de la langue, mais même en physique, même en mathématiques, la langue est structurante, la langue joue un rôle. Et Jean-Marc Lévy-Leblond le dit, le montre, l'écrit. Ici, il nous dit qu'il n'est pas toujours facile de calculer une intégrale ou de faire un dosage, c'est qu'il est toujours difficile de parler et d'écrire ces pratiques, c'est-à-dire de les penser. Donc, il nous rappelle qu'il y a bien un lien entre le fait de penser les savoirs scientifiques et le fait de les parler, de les écrire, donc de les transmettre d'une certaine manière, de les fabriquer, de les formater dans une langue, dans un discours particulier. Dans son même ouvrage, Lévy-Leblond nous montre que non seulement, justement, il y a un engagement de la langue dans les savoirs disciplinaires, c'est cette intégration langue et discipline, mais il y a aussi un engagement du plurilinguisme en tant que tel dans la fabrication des savoirs. Et il nous dit la domination quasi monopolistique d'une langue, quelle qu'elle soit, inhibe le jeu des mots et des idées, souvent stimulés par les traductions, passages et échanges d'une langue à l'autre. Donc il y a bien cette idée que le fait de travailler dans plusieurs langues, d'amener une deuxième langue de travail, une deuxième langue d'enseignement,
ça peut apporter une ressource nouvelle, spécifique, supplémentaire, pour développer des savoirs, quels qu'ils soient. Alors, j'aimerais illustrer cette double intégration à travers un petit exemple pris dans une classe justement de physique. Ici, on est dans un lycée. C'est un lycée qui travaille en 2 langues, un lycée suisse. Et on voit ici la langue du cours, ici est l'allemand, qui est la langue seconde pour la plupart des élèves en l'occurrence. Mais tous les élèves ont évidemment comme langue de référence le français. Et le prof, en l'occurrence, est capable d'enseigner en allemand et en français. En tout cas, il a des références suffisantes en français. Alors ici, ils sont en train de mener une expérience en électricité, qui est un chapitre de la leçon de physique. Et ils mettent en place un certain nombre d'instruments de mesure pour pouvoir réaliser leur expérience. Et en même temps qu'ils mettent en place les instruments de mesure, l'enseignant rappelle ou enseigne aux élèves la manière dont ces instruments sont désignés en allemand. Hein. Donc, il va faire ça en allemand. Donc, c'est un cours qui est dispensé en allemand langue seconde. Et vous verrez qu'ensuite, il va rappeler les noms de ces instruments en français. Donc, il commence à le faire en allemand. Donc, je vais le traduire à mesure que je le lis. Donc, il dit « Man misst die Stromstärke mit einem Stromstärke-Messgerät ». Donc, il dit « On mesure la force du courant ». Donc, ils vont mesurer le courant. On mesure la force du courant, Stromstärke, avec, mit einem Stromstärke-Messgerät. Donc, il donne le nom de l'instrument qui mesure la force du courant en allemand, qui est Stromstärke-Messgerät. L'allemand est une langue qui compose beaucoup, donc c'est un nom composé. Puis littéralement, le nom de l'appareil veut dire appareil, Gerät, il faut commencer par la fin, messen, mesurer, Stromstärke, la force du courant. Littéralement, cet appareil s'appelle l'appareil qui mesure la force du courant. Et il prend un autre appareil qu'il met en place, man misst die Spannung mit einem Spannungsmessgerät. Donc, on mesure la tension avec le Spannungsmessgerät, donc littéralement l'appareil qui mesure la tension, und man misst den Widerstand, donc on mesure la résistance, mit einem Widerstandsmessgerät, avec littéralement un appareil qui mesure la résistance, c'est le nom de l'appareil en allemand, un Widerstandsmessgerät. Alors ensuite il dit, je sais, donc il pourrait s'arrêter là, hein, un prof de physique, ma foi, qu'il enseigne en allemand, en français, qu'elle soit langue seconde, langue première, langue étrangère, il pourrait utiliser sa langue d'enseignement, donner la bonne étiquette sur le bon appareil de mesure, il pourrait considérer qu'il a fait son job d'une certaine manière. Ici, il va quand même rappeler le nom de ses instruments en français, et il va dire pourquoi il le rappelle. Il va dire, je sais qu'en français, j'ai souligné ici cette notion, on ne désigne pas la grandeur physique, hein, die physikalische Größe, mais on désigne l'unité, Einheit. En français, on dit ampère-mètre, voltmètre, ohmmètre. Donc, ce qu'on appelle en français l'ohmmètre, on le désigne en allemand par Widerstandsmessgerät, qui veut dire l'appareil qui mesure la résistance. Alors, vous voyez que c'est intéressant parce que il y a une différence dans la désignation de ces appareils entre l'allemand et le français, mais là où l'allemand désigne la grandeur physique, le français désigne l'unité. Alors, c'est intéressant cette différence, ce décalage, parce que ça enrichit pas seulement le lexique spécialisé des élèves. Alors là, bon, évidemment que ça donne des outils en allemand, en français. Ça rappelle le français à l'occasion du travail en allemand. On peut voir que les 2 langues recourent à des mots composés, mais d'une manière un peu différente. Mais surtout, ça montre qu'il y a une complémentarité entre les langues. C'est-à-dire que là où l'allemand dit résistance, le français dit ohm. Et ça permet à l'élève d'associer de façon très directe, si vous voulez, l'unité qu'est l'ohm à la grandeur physique qu'est la résistance. Et on sait, les profs de physique savent très bien que c'est difficile déjà d'enseigner toujours cette distinction entre la grandeur et l'unité, ce n'est pas une chose si évidente pour les élèves, et ensuite d'attacher la bonne unité à la bonne grandeur physique. Et là, quand vous avez 2 langues qui vous disent d'un côté l'unité, de l'autre la grandeur physique, vous apprenez ces 2 langues, mais en même temps, vous apprenez à attacher de manière univoque, précise et plus stable la bonne grandeur à la bonne unité. Et on voit ici justement cette intégration entre des savoirs ou des ressources langagières et des savoirs disciplinaires qui marchent grâce au fait que l'enseignant ici mobilise justement le bilinguisme. Alors il enseigne principalement en allemand langue seconde, mais il va chercher le français pour montrer à travers les décalages, à travers les contrastes, quelque chose qui est intéressant, non seulement pour les langues, ce bilinguisme évidemment, quelque chose d'intéressant pour l'intégration allemand-français, mais il y a des choses qui sont intéressantes pour l'intégration physique langue. Et c'est ça qui est intéressant.
Alors, dans la suite de la présentation, nous allons entendre Myriam qui va approfondir cet aspect-là et nous montrer comment, justement, les enseignants des disciplines dites non linguistiques peuvent investir déjà la langue de scolarisation, toute langue d'enseignement, pour essayer d'aller chercher des indices, des ressources pour le travail dans la discipline. Merci Laurent. Alors moi, je vais effectivement rester sur cette diapo pendant quelques secondes parce que je pense qu'elle illustre bien les deux dimensions que je vais creuser un petit peu avec vous. Il y a d'une part la question de la langue de scolarisation dont on va parler. Quelles sont les spécificités de la langue qu'on parle en classe ? Ces interactions-là de classe nous montrent bien que c'est un langage spécifique, donc on parlera un petit peu de ça. Et on parlera ensuite du fait que ces interactions ont lieu dans un contexte plurilingue, puisque les interactants partagent en général au moins une autre langue, parfois même deux, que la langue qui est utilisée en classe. Donc il y a deux dimensions qu'on va travailler, c'est cette fonction de scolarisation de la langue et l'aspect plurilingue de la classe. Et l'objectif, de cette discussion va être un petit peu de dégager quelques-unes des compétences clés de l'enseignant de DDNL. Ça ne sera pas exhaustif, ça sera le début d'un petit travail de recensement. Donc, pour ce qui est de la langue de scolarisation, on a désormais tendance à utiliser cette notion dans tous les contextes où le français joue un rôle de médiation par rapport aux autres champs du savoir. Vous retrouvez là la citation qui est sur la diapo. Donc, on utilise aujourd'hui cette notion de façon assez large, alors qu'au départ, on avait tendance à l'utiliser plutôt dans les contextes où le français n'était pas la langue une des élèves, que la langue de scolarisation n'était pas la langue une des élèves. Aujourd'hui, on l'utilise donc de façon plus large quand le français est à la fois objet d'enseignement et véhicule des enseignements, c'est-à-dire dans les contextes où on enseigne le français et on enseigne en français. Il y a ces deux dimensions qui sont présentes. Cette notion de langue de scolarisation, on peut la préciser en suivant les travaux de Jean-Louis Schiss. Il avait proposé de distinguer le français langue de communication, langue d'apprentissage, langue d'enseignement. Donc, la langue de communication, ça va être toute la langue qu'on utilise à l'école, dans la communication ordinaire de l'école, qu'elle soit formelle ou informelle. C'est quand l'élève parle à son camarade, quand il parle à son enseignant pour lui dire qu'il ne se sent pas bien, qu'il veut sortir de la classe, quand il va parler au proviseur. Voilà, c'est la langue de la communication ordinaire scolaire. On a ensuite une autre dimension dans cette langue de scolarisation, c'est la langue d'apprentissage, qui concerne surtout la langue des consignes, des explications, des évaluations, de la méthodologie du travail scolaire. Cette langue-là des apprentissages est axée sur des savoir-faire qui sont généralement transversaux, mais qui peuvent être aussi spécifiques à certaines disciplines. Si on va calculer, par exemple, ça va être spécifique aux disciplines scientifiques. Ensuite, les langues, la troisième dimension, la langue d'enseignement, qui, elle, véhicule des connaissances nouvelles à s'approprier à travers des discours disciplinaires. Donc, c'est cette langue-là qui est vraiment spécialisée sur les contenus disciplinaires, qui va donc nous permettre de transmettre de nouveaux contenus. On va s'intéresser à cette dimension-là, cette dimension de langue d'enseignement. Je vous propose pour ça de travailler sur un extrait de manuel, parce que ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il est important pour l'enseignant de DNL de bien connaître les spécificités langagières de sa discipline. L'idée, c'est de montrer qu'il est important pour le prof de DNL d'être conscient des spécificités langagières de sa discipline, de réaliser que dans son cours, il y a des apprentissages multiples qui se réalisent et pas uniquement des apprentissages disciplinaires. C'est ce que disait Laurent tout à l'heure en parlant d'intégration de la langue et de la discipline. Donc, l'extrait que je vous montre ici est un extrait de manuel utilisé au Maroc dans les sections bilingues du lycée
Alors, mes étudiants, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, le connaissent. J'aime beaucoup l'utiliser parce qu'en fait, j'ai eu la chance de l'analyser avec une enseignante de SVT, ce qui m'a permis de vraiment l'analyser dans toutes ses dimensions. Si on regarde ce document, on voit à gauche deux documents, à droite, les deux activités qui sont liées à ces documents. L'objectif de cette séquence, c'est au niveau disciplinaire, un, de connaître la valeur normale de la glycémie et deux, de comprendre que la glycémie est une valeur régulée. Quelle que soit l'énergie que je dépense, ma glycémie restera relativement stable. C'est ça que l'on souhaite faire acquérir aux élèves, c'est ce que souhaite faire acquérir l'enseignant de DNL. Pour s'approprier et pour utiliser ces connaissances, les apprenants vont mobiliser un langage spécifique qui est contraint par la situation d'initiation, ici c'est la classe de SVT, et aussi lié à une discipline, ici les SVT. Cette spécificité de la langue, elle s'exprime à 4 niveaux au moins, on parlera aujourd'hui de 4 niveaux, au niveau du lexique, au niveau de la morphosyntaxe, au niveau des fonctions cognitivo-discursives et au niveau des genres de communication. Je vais revenir dessus avec des exemples rapides. Au niveau du lexique, vous le voyez avec cette diapo, on a du lexique spécifique comme glycémie, plasma, à jeun, échantillon, etc. Au niveau de la morphosyntaxe, quand l'élève va devoir réaliser de les activités 1 et 2, il va devoir dire quelque chose comme « il s'agit d'un graphique qui… » etc. C'est ce que Jacqueline de Marty-Varzé appelle des structures récurrentes. Moi, j'aime bien cette manière de voir les choses. Et effectivement, elle souligne que dans les disciplines, on mobilise souvent un certain nombre d'éléments, variables selon les disciplines, mais on mobilise souvent les marques de temps, de lieu, de cause, de conséquences, d'opposition, de conditions, hypothèses. Tout ça, ce sont des structures récurrentes que l'on va retrouver dans différentes disciplines. Ensuite, de quoi l'élève a besoin d'autre sur le plan langagier? Il y a des fonctions cognitivo-discursives. Ici, par exemple, on doit justifier, analyser, interpréter. Et dans ce cas précis, on voit aussi que le graphique va impliquer d'exprimer une augmentation, une diminution, une constante, une fourchette de valeur. Voilà tous les objectifs sur le plan langagier que l'élève va devoir réaliser. Et il va aussi devoir réaliser un certain genre de communication. Ici, il va s'agir de répondre à une question, mais aussi de lire des documents, de participer à un cours dialogué, car c'est dans ce cadre que les activités se déploient. Donc, on voit que cette activité disciplinaire, elle engage toute une activité langagière. C'est un petit peu là que se joue cette intégration. Voilà, c'était la première compétence sur laquelle je souhaitais attirer votre attention. Passons maintenant à la deuxième compétence de l'enseignant de DDNL en contexte biplurilingue. Gardez en tête l'exemple que Laurent Gaillot a présenté. Vous avez vu que dans cet exemple, il y avait une alternance entre l'allemand et le français. On sait que dans un contexte où les locuteurs partagent plusieurs langues, ils ont tendance à alterner entre les langues qu'ils partagent. Pendant très longtemps, on a dit qu'il fallait privilégier le bain linguistique et éviter toute autre langue que la langue qu'on ciblait dans l'espace classe, et même parfois dans l'espace scolaire. Encore aujourd'hui, on en parlera sans doute pendant les échanges, la langue 2 est souvent considérée comme quelque chose de négatif qu'il faut, la langue 1, pardon, qu'il faut sortir de la classe. Mais vous savez aussi sans doute que les didacticiens de l'enseignement biplurilingue tentent de remettre en cause cette perception et proposent de réhabiliter la langue 2. Si vous avez suivi le webinaire 2, Pierre Escudé a beaucoup parlé d'intercompréhension entre langues parentes. Moi, et donc des liens qu'on pouvait faire entre les différentes langues et de la possibilité de les mobiliser au sein de la classe pour apprendre la langue. Moi, je vais rapidement compléter ces propos en m'appuyant notamment sur les travaux de Duverger et Cosa qui distinguent la macro-alternance. Alors, la macro-alternance, c'est celle qui est programmée, prévue à l'avance et qui se situe au niveau des programmes. On va choisir d'enseigner les maths en français, mais on va faire l'histoire géo
en italien. Voilà, on décide à l'avance quelles disciplines sont enseignées en quelle langue. Ça, c'est la macro-alternance. La micro-alternance, c'est celle qu'on a vue dans l'exemple présenté par Laurent Gaillot, avec un recours ponctuel, de façon non programmée, à l'autre langue. Ce recours, il peut se faire au niveau du mot, au niveau de la phrase, au niveau du tour de parole. Ça, c'est les travaux de Cosa qui ont beaucoup décrit cette alternance. On peut aussi changer de langue pour répéter ce qu'on vient de dire. En fait, on traduit. Ou alors pour vraiment donner une autre information. Le flux est bilingue. Voilà pour la micro-alternance qui n'est donc pas réfléchie, qui n'est pas pensée en amont. La méso-alternance ou alternance séquentielle, elle est opérée par le prof de façon volontaire. C'est-à-dire qu'il va, lors de sa préparation de cours, se dire « Tiens, cette activité-là, je vais la faire en L1. Et puis ensuite, je ferai celle-ci en L2. Là, je demanderai que les élèves répondent en L1, là en L2. » Voilà, il réfléchit, il construit sa séquence ainsi. J'attire votre attention, mais vous le voyez avec la citation qui complète la diapo, que c'est souvent cette alternance, l'alternance séquentielle, qui est considérée comme la plus féconde. C'est enrichissant pour la discipline, mais c'est aussi enrichissant pour les langues en présence. On aura l'occasion d'en rediscuter pendant les échanges. Je vais passer à ma dernière diapo, où j'essaye de recenser rapidement quelques compétences spécifiques pour l'enseignant de DDNL. Alors, on en a beaucoup parlé, le peu de temps qui nous est imparti, mais on a vu que l'enseignant de DNL devait être capable de connaître les spécificités discursives de sa discipline. On a vu aussi qu'il devait savoir didactiser l'alternance codique. Ça, c'est surtout de ça dont on a parlé aujourd'hui. Mais j'aimerais ajouter des éléments qui n'ont pas été verbalisés, mais qui sont un petit peu impliqués par ce que je viens de dire. Il doit savoir sélectionner des activités qui sont adaptées au niveau linguistique des apprenants. C'est-à-dire qu'il doit prendre en compte finalement les apprentissages linguistiques qui vont avoir lieu, qui ont déjà eu lieu. Il doit mettre en place des activités qui vont favoriser les interactions de classe et l'alternance codique permet notamment de favoriser les interactions, d'accompagner progressivement les élèves vers la prise de parole. Il doit aussi évaluer en distinguant ce qui est lié à la langue et ce qui est lié à la discipline. C'est toujours une grande difficulté des enseignants de DDNL. Il doit aussi mettre en œuvre une démarche interculturelle. Alors ici, j'en ai peu parlé, mais c'est vrai que je fais référence aux travaux de Coyle que vous retrouverez dans notre bibliographie et qu'on a déjà cité tout à l'heure, qui rappelle que l'enseignement biplurilingue s'articule autour des 4 C. C'est un bénéfice au niveau de la cognition, au niveau de la communication, au niveau du contenu disciplinaire, on en a parlé, mais aussi au niveau de la culture. D'où ce travail sur l'interculturel. Il doit savoir mettre en œuvre une démarche qui favorise l'interdisciplinarité, parce qu'on a vu que le cours de DNL permet de développer des compétences en langue aussi, et qu'il nous semble important d'échanger avec les enseignants au moins 2 langues pour articuler les apprentissages. Et c'est un petit peu de ça dont Catherine va vous parler, puisqu'elle va parler de la collaboration avec l'enseignant de L2, en parlant plus spécifiquement de la co-intervention. Catherine, je te laisse la parole. Eh bien, merci Myriam de cette transition qui me permet donc d'aborder un prolongement au niveau de l'évolution des pratiques professionnelles. Alors, je vais partir de 3 citations. Tout d'abord, donc j'ai abordé la question de la collaboration professionnelle entre enseignants des langues et enseignants des disciplines. Donc, je vais partir de 3 citations. La première de Duverger, qui indique que la langue n'appartient pas en propre au territoire de l'enseignant de langue, mais relève de responsabilités partagées. Donc, il pointe le fait que la question de développer les compétences langagières concerne l'ensemble de l'équipe éducative.
En même temps, Mariela Causa nuance et complète cette dimension-là, puisqu'elle dit qu'il s'agit aussi de comprendre le périmètre d'action de chacun des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants vont devoir aussi trouver à quel niveau, à quel moment, avec quelle modalité ils vont intervenir en classe avec leurs élèves pour soutenir le travail sur les compétences langagières. Alors, la dernière citation est de Beaco, qui me semble reprendre quelques éléments là-dessus et aller apporter aussi quelques compléments. Il écrit « La question de la langue dans l'enseignement des matières scolaires n'est pas à renvoyer à une sorte de responsabilité collective des enseignants qui tend de ce fait à se diluer. » C'est un petit peu comme on dit, tout le monde s'en occupe, mais au final, personne ne le fait. On a ce type d'injonction paradoxale, par exemple, sur la question du français langue de scolarité, ou français langue scolaire, où on va dire aux enseignants, on va faire du français langue scolaire, mais finalement, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste et qu'est-ce qu'on fait concrètement en classe? Donc il s'agit, et donc il fait aussi une prévention, il ne s'agit pas seulement de transformer tout enseignant de discipline en enseignant de français, parce que là, on est sur la question du français langue scolaire, mais ça pourrait être décliné aussi à d'autres langues dans les sections bilingues. Les enseignants des disciplines ont un rôle spécifique parce qu'il existe une spécificité de la communication scientifique et que celle-ci ne réside pas uniquement dans la terminologie usitée. Donc, il invite aussi par là à aller au-delà d'une vision du langage comme par discipline qui serait considérée comme une langue de la discipline, où dans cette langue de la discipline fantasmée, il y aurait du lexique, on apprendrait des fiches lexicales et sur lesquelles on ferait un enseignement spécifique de langue. Lorsqu'on a travaillé avec notamment Christophe H, didacticien des mathématiques, qui travaille sur les pratiques langagières des mathématiques, et puis aussi Karine Millon-Forêt, on observait qu'au niveau des discours scolaires, par exemple, dans l'exemple des mathématiques sur lesquelles on travaille plus particulièrement, on ne peut pas considérer qu'il y ait une langue des mathématiques. Il y a la langue, par exemple ici la langue française, une langue commune, partagée avec les élèves de façon différente, qui va être mobilisée pour l'activité disciplinaire, pour travailler des objets d'études dans la discipline, et qui va être activé différemment sur ce champ-là. Et finalement, si on veut, on a des usages, si on est sur le lexique, c'est des usages qu'on retrouve dans la langue courante et qui se retrouvent dans la discipline. Et inversement, les termes qui auraient été caractérisés comme plus disciplinaires, relevant par exemple des mathématiques, on les retrouve dans la langue courante. Et si on considère qu'il y a vraiment un langage spécifique, et si on ausculte un peu la langue, on voit que les termes, si on est toujours sur le lexical, sont relativement rares. On peut par exemple donner l'exemple de factoriser, qu'effectivement, on va plutôt le retrouver dans un usage mathématique. Alors, la question des mathématiques, je vais la garder comme exemple pendant tout le long de cette présentation, où j'évoquerai la collaboration professionnelle. Alors, il s'agit donc de prendre en compte... Ah, excuse-moi, Myriam, c'est un peu trop tôt. Je vais juste terminer pour ça. Donc, il s'agit de prendre en compte le travail sur les discours scolaires en lien avec la discipline, car ça s'actualise au moment de la discipline. Or, ce que l'on observe lorsqu'on fait des enquêtes auprès des enseignants de discipline, c'est qu'eux ne sont pas forcément formés sur les questions de compétences langagières. Inversement, les professeurs de langue qui, de temps en temps, veulent aussi apporter leur accompagnement pour ce travail disciplinaire, eux ne sont pas formés à connaître les discours scolaires des disciplines qui sont enseignées en langue seconde ou en langue étrangère. Donc, il y a une sorte de compartimentage un petit peu dans les champs professionnels qui peut être dépassé, en tout cas dans les témoignages qu'on a eus, et là je vais arriver à une enquête, qui peut être dépassée par des collaborations professionnelles, par la formation ou par d'autres postures professionnelles. Alors, je vais te demander, Myriam, si tu peux aller. Donc, ça nous a amené, en fait, il y a une enquête qui a été menée, notamment avec Michel Cantelier et Claudie Nicolas. On s'est intéressé à savoir quels étaient les besoins
des enseignants des disciplines quant à la formation, et puis quelles étaient aussi les façons dont ils s'étaient sentis équipés pour travailler les compétences langagières dans leur discipline. Et dans ces réponses est apparue la question de la collaboration professionnelle et notamment la co-intervention. Donc, je ne rentre pas dans les détails de l'enquête qui a été menée avec Michel Candelier et Claudine Nicolas, mais je pourrais donner les références et partager le lien où on retrouve la synthèse des réponses. Il y a 400 réponses qui ont été analysées, donc ça je pourrais le donner. Mais je réfère simplement à cette enquête, simplement pour dégager l'intérêt qui a été suscité sur enquêter davantage sur la façon dont les enseignants de langue et des disciplines collaboraient. Alors, la question de la collaboration professionnelle, ça peut prendre plein de facettes différentes, plein de formes différentes, et Tremblay en a recensé 31 modalités. Alors, elles peuvent être différemment définies. On peut parler de collaboration, c'est un premier niveau, c'est-à-dire, par exemple, en salle des professeurs, il va y avoir un échange d'informations, et donc il va y avoir des échanges entre professeurs de langue et professeurs de discipline. Il peut y avoir aussi des co-enseignements, où les enseignants vont peut-être préparer des cours ensemble, échanger, planifier, se répartir des tâches, travailler sur l'évaluation de façon conjointe. Et puis, il y a ce qu'on appelle la co-intervention, c'est ce qui va nous préoccuper plus particulièrement. C'est lorsque les deux enseignants vont intervenir en classe pour le même groupe d'élèves. Pour cette co-intervention, donc là, je vais arriver à une deuxième enquête qui a été menée à la suite de celle évoquée avec Candelier et Claudine Nicolas. Nous avons travaillé, Myriam Samra et Christophe H. ensemble, pour essayer de comprendre comment la co-intervention pouvait développer des compétences sur le plan professionnel et les apports qu'il y avait au niveau didactique. Et ce qui s'est dégagé, c'est qu'il y a eu aussi un apport au niveau formatif, ce qui n'était pas forcément prévu, parce qu'il n'y avait pas forcément d'attente ou de questions qui allaient dans ce sens lors des entretiens auprès des enseignants. Alors, comment cela s'est-il passé? Nous avons mené des entretiens auprès de 6 enseignants qui pratiquaient la co-intervention entre professeurs de français langue seconde auprès d'un public allophone, donc des élèves migrants nouvellement arrivés en France. Et ces enseignants de français langue seconde intervenaient avec des professeurs de mathématiques, donc l'enseignement des mathématiques en langue seconde, avec donc ces élèves qui développent des compétences langagières en langue française et qui ont des niveaux très variés, du niveau A1, A2, B1, à peu près le cadre européen commun de référence pour les langues. Donc, suite à donc, il y a eu 6 entretiens qui ont été menés, idéalement avec des binômes, et donc ensuite nous avons travaillé sur la transcription de ces entretiens pour comprendre un petit peu les apports de cette pratique. Donc Myriam, tu peux passer au suivant. Donc on voit qu'il y a un apport au niveau de la pratique professionnelle sur le plan didactique, un apport au niveau de l'enseignant lui-même. Alors certes, ça mobilise énormément de travail, puisque on a le témoignage de Karen, qui est enseignante français, et Maxime, qui est enseignante de mathématiques, qui vont témoigner. Il doit y avoir un gros travail de préparation d'amont. Et puis, on arrive à mélanger nos objectifs langagiers et mathématiques. Donc, c'est un binôme qui va fonctionner au départ pour travailler sur l'enseignement des mathématiques en langue seconde, et qui va très bien fonctionner, si bien qu'il va y avoir une sorte de réciprocité où Karen, qui venait apporter son expertise, son accompagnement, et puis travailler sur le langagier avec son collègue en mathématiques, eh bien, il va y avoir une inversion, c'est-à-dire que Maxime va intervenir aussi sur les cours de français. Donc, par exemple, pour les élèves allophones, il y a ce qu'on appelle le DELF, le diplôme d'études de langue française. Et donc, Maxime, professeur de mathématiques, va intervenir lorsqu'elle va vouloir faire travailler sur des exercices relevant du DELF, où il y a des réservations, où il y a des échanges avec des prix, des dates, etc. Et donc, Maxime va essayer aussi de trouver sa place pour essayer de collaborer aussi à ces moments et ces temps de français. On va passer un petit peu.
Alors ça, c'est l'apport au niveau des enseignants, mais il y a aussi un apport au niveau des élèves. La co-intervention va permettre aux deux enseignants de mieux gérer l'hétérogénéité des élèves, puisque la particularité, notamment avec les élèves allophones, mais c'est aussi le cas dans d'autres sections bilingues, c'est qu'il peut y avoir une hétérogénéité, notamment linguistique, mais aussi scolaire. Donc, l'enseignante de français va apporter son expertise et son savoir-faire, notamment pour ralentir le travail, pour refaire des exercices, va-t-elle expliquer, pour faire des exercices d'application. Donc, elle vient en renfort aussi de l'enseignant des mathématiques pour les mettre face à un rythme d'appropriation langagière des élèves, puisqu'elle a davantage de savoir-faire sur ces questions-là, et de toute façon à ce que l'enseignement ne soit pas l'enseignement sur le rythme institutionnel et sur le rythme de l'enseignant, mais davantage un enseignement qui soit sur le rythme des élèves. Et ça, c'est un apport qu'elle fait à travers ses gestes professionnels en classe de mathématiques. Donc, les enquêtés, alors là, je vais être rapide. Donc, ils vont au moment de la co-intervention, vont apporter des soutiens pour les étayages, pour travailler sur la mémorisation, sur le décodage, la phonétique, faire des ralentissements didactiques, travailler sur la répétition, la reformulation, la multimodalité, la médiation. Donc ça, ce sont des apports qui vont être faits en classe de mathématiques langue seconde. Et comme je disais, c'était pas une question qui était prévue au moment de l'entretien, mais ce sont des réponses qui sont apparues à travers l'ensemble des entretiens. Et enfin, il y a un troisième apport à travers cette intervention qui se dégage, c'est la visée formative. On va avoir des témoignages, notamment de Maxime, qui va dire que voilà, la co-animation lui a appris à travailler autrement. Cela amène à repenser ce qu'on dit, à mettre plus d'importance dans ce qui est dit, donc comment le dire. Pour Karen, c'est un super moyen pour se former, l'un l'autre vraiment. Et donc, elle constate des changements chez Maxime. Il a acquis des réflexes d'attention, de compréhension, d'explication lexicale, de syntaxe, etc., qu'il met sans se rendre compte. Et Camille considère aussi que la co-intervention est une fonction formative réciproque. Elle va dire, j'avais un peu l'impression d'être une formatrice pour les professeurs. Il y a vraiment des notions de base qu'elle ne maîtrisait pas, elle ne savait vraiment pas comment faire. Et puis pour moi aussi, de voir comment elle s'explique les mathématiques, cela m'a permis de recadrer aussi mon vocabulaire. Donc Camille qui intervient avec 2 enseignantes de mathématiques. Et puis je sais que quand les élèves vont être inclus avec ces professeurs-là, il va y avoir de la bienveillance, il va y avoir un vrai suivi. Ce qui ressort aussi, c'est que les apports de cette expérience, qui est pérennisée quand l'établissement met les moyens en termes d'heures pour que ça se poursuive, eh bien, ces bénéfices vont être aussi pour l'ensemble de tous les élèves de l'établissement, parce que ce sont des gestes professionnels que s'approprient les enseignants des disciplines et qu'ils pourront utiliser aussi avec les élèves en L1. Donc ça, c'était aussi un des aspects qui pouvait ressortir. Donc, je vais m'arrêter ici. Le temps imparti étant. Et on va terminer par une page de communication au niveau de l'ADEB. Donc, le site de l'ADEB vous permet de retrouver des parutions, retrouver des informations, des ressources qui ont été présentées au fil des 3 webinaires et qui s'actualisent. Et pour information, il y a la journée de l'ADEB qui devrait se situer à la fin de la première semaine de décembre. Donc là, les informations seront publiées sur le site internet et à ces occasions, il y a généralement des interventions, des communications. Et puis, il y a des publications qui se trouvent déjà en ligne. Vous voyez sur le site donc l'espace parution. Et puis, il y a des publications à paraître, notamment une publication plurilinguisme et enseignement des mathématiques qui fait suite à une des journées co-organisées avec l'ADEB précédemment et puis avec le groupe Plurimat. Et une autre publication qui arrive très prochainement, qui sera mise en ligne et qui pourra intéresser tous les enseignants et puis les formateurs et les personnes qui s'intéressent à l'enseignement bilingue, c'est une brochure qui s'intitule « Gestes professionnels ». Et puis, qui se décline avec beaucoup de ressources pour l'enseignement dans ces contextes-là.
Je crois que c'est terminé et donc nous pouvons passer à une phase de questions et d'échanges. Merci beaucoup à tous les trois pour ces passionnantes interventions. Alors, effectivement, nous avons eu quelques questions dans le chat et dans les questions. Alors, elles tournent autour du niveau de langue des apprenants. Et alors, je vais vous lire la première. Par exemple, il y a une difficulté rencontrée par une des enseignantes qui nous écrit. C'est qu'elle elle enseigne avec des élèves de CP, donc à l'école primaire, qui parlent peu ou pas le français. Comment concilier les programmes avec un niveau de langue? Est-ce qu'on peut adapter ces programmes avec au niveau de langue des apprenants et comment le faire? Comment prendre donc les objectifs disciplinaires et tout en adaptant et en allégeant la langue, le niveau de langue enseigné dans la classe. Alors, je ne sais pas, Catherine, peut-être pour vous, cette question, ou Oui. Myriam, je ne sais pas. Oui. Alors, il y a un travail qui peut être fait sur les niveaux de formulation. Alors, c'est Gérard Villiers qui en parle dans son ouvrage sur français langue seconde. Sur des niveaux de formulation, on passe avec des degrés plutôt concrets vers un niveau avec davantage d'abstraction, qui se traduit aussi sur le plan linguistique. On a aussi des travaux de Clarkson où on va parler de partir de registres quotidiens pour aller vers un registre scolaire et pour aller vers un registre technique. Donc, voilà, c'est une progression qui se réalise avec les élèves. Et il y a plusieurs activités qui peuvent être proposées dans ce sens. Je ne sais pas si c'était des questions extrêmement extrêmement concrète qui était attendue. Par exemple, il y a des travaux, alors sans me remettre les références, il y a des activités où on va partir, par exemple, même de la langue des apprenants pour aller vers la langue cible. Et de la langue cible, on va retravailler les différents niveaux de formulation pour pouvoir viser ce qui est attendu en classe pour suivre les apprentissages communs aux autres élèves. L'idée, c'est d'éviter du refoulement didactique. Le refoulement didactique, ça a été aussi théorisé avec Karine Millon-Fauré en mathématiques, où on s'interdirait certains concepts ou certaines formes parce que on pense que c'est inaccessible. En fait, l'idée, c'est plutôt de mettre en place les étayages, les médiations par les langues pour réussir à accompagner l'élève dans le suivi des notions du cours. Voilà un élément de réponse. Je laisse compléter. D'accord. Oui, parce qu'on peut se poser la question du coup des conseils qu'on pourrait donner aux enseignants de discipline qui sont confrontés à des difficultés sur le niveau de langue. Donc, travailler la langue, effectivement, en classe de discipline, ce n'est pas toujours très simple. D'abord, les enseignants ne sont pas formés à ça. Et puis, souvent, ils ont eux-mêmes un programme disciplinaire à boucler qui est assez important. Et on voit bien que souvent, c'est un problème. En tout cas, ça ressort dans nos questions là, que nous avons aujourd'hui. C'est une difficulté pour eux de se retrouver justement, alors mettre en place une progression du langage, mais ça suppose aussi d'aménager sans doute les séquences pédagogiques et le programme de discipline. Oui, et puis la mise en relation avec les langues. Et il y a aussi une dimension qui apparaît, parce que j'enquête beaucoup, enfin je fais régulièrement dans les établissements et auprès d'enseignants, et aussi la place de l'oral. C'est-à-dire que les enseignants de discipline peuvent aussi tirer de l'intérêt de connaître les pratiques où l'oral est davantage mobilisé pour aller faire, parce qu'il y a énormément de supports écrits, l'univers scolaire, même si on essaie de rééquilibrer les compétences, et quand même avec une prédominance de l'écrit, et voir justement comment le travail à l'oral est vraiment à privilégier pour s'articuler avec toutes les exigences scolaires à l'écrit. D'accord. Par rapport à ça, si je peux me permettre, ça va? J'ai le droit? Oui, bien sûr. Je crois que si on joue effectivement le levier de l'intégration tel qu'on l'a évoqué, on n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails, on peut déployer une didactique un petit peu particulière, un petit peu nouvelle, qui permet effectivement de créer des formes de synergie entre les apports de la discipline et les apports de la langue. Parce que très souvent, on entend les enseignants nous dire, bon, voilà, il y a un programme à tenir, la discipline, c'est exigeant, on fait ci, on fait ça, et puis si on le fait en plus, dans une langue étrangère ou seconde, on ajoute, donc
c'est double peine d'une certaine manière. Alors c'est double peine si tout ça fonctionne de manière désordonnée d'une certaine manière, de manière juxtaposée, superposée, mais si on arrive à creuser des enjeux disciplinaires à travers cette résistance de la langue 2, tout à coup, on trouve des portes d'entrée qui peuvent être même facilitantes du point de vue éducatif. Et c'est ça qu'il faut mettre en évidence progressivement dans cette didactique un peu spécifique à mettre en place. Et c'est vrai que ces choses-là, on peut les montrer dans une classe. Moi, j'ai vu très souvent dans des classes bilingues des élèves dire « Ah, quand le contenu de mathématiques, par exemple, était enseigné dans ma langue, dans la langue première, dans la langue principale de la classe ou de l'école, bon, j'ai cru que je comprenais plus ou moins, mais c'est quand on est passé en langue 2 ou qu'un élève peut-être qui n'avait pas cette langue comme première langue a posé une question, que le prof a été amené à reformuler ou à formuler différemment dans une autre langue, que je me suis dit que j'avais peut-être pas si bien compris que ça et que j'ai eu une deuxième chance pour comprendre un peu mieux finalement le contenu en mathématiques. Et c'est vrai que parfois, quand on le fait dans la langue qui semble évidente, on traverse la langue, on n'interroge pas certaines complexités, alors que dans une deuxième langue, parfois, pour le prof y compris, on va prendre des stratégies un petit peu différentes. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Donc, on l'a vu dans certains extraits tout à l'heure, parfois on reformule davantage, on ralentit un peu, ça ne veut pas dire qu'on ralentit globalement, mais à certains moments spécifiques, et on peut apporter quelque chose aussi du point de vue de la compréhension disciplinaire. Donc, cette apparente résistance de la langue peut devenir à certains moments un levier ou une chance. Il ne faut pas juste la voir comme quelque chose à contourner. Merci beaucoup, Laurent. Alors, une autre question pour Myriam, qui a travaillé le bilinguisme dans un contexte arabophone. Alors, est-ce qu'il faut privilégier une stratégie dans ce type de contexte? Une stratégie, c'est-à-dire effectivement pour renforcer l'acquisition, enfin en tout cas pour ne pas être freiné dans l'acquisition des contenus disciplinaires à cause de la langue. Je ne sais pas si vous pouvez nous apporter quelques éléments. Ce qui me vient tout de suite, après, il y a des choses qui vaudront pour tous. Hein. Je pense qu'effectivement, ça dépend des contextes et pour chaque contexte, et pas forcément au niveau du pays. Ça sera même au niveau de l'école, au niveau de la ville. Enfin, ça dépend. Là, il n'y a pas une seule manière de bien faire, mais il me semble important de rappeler qu'on ne peut pas enseigner, enfin, il me semble, la DNL en langue 2 comme on l'aurait enseigné en langue 1. Il y a des stratégies nouvelles à mettre en place. Et c'est souvent, je pense, là, notamment dans les contextes arabophones que je connais effectivement un petit peu, les manuels scolaires utilisés sont souvent ou des manuels français ou des manuels traduits de l'arabe au français. En tout cas, ce n'est pas des manuels qui sont créés pour un contexte où la langue d'enseignement n'est pas la langue première des élèves. Donc, il y a effectivement cette question, mais ça vaut pour d'autres contextes que les contextes arabophones. Ensuite, dans les contextes arabophones, il y a une autre spécificité, c'est que les élèves souvent parlent un dialecte, le dialecte de leur pays, et qu'ils sont déjà éloignés de leur langue de scolarisation première, qui est l'arabe. Mais je pense que plutôt que de voir comme un frein, il faudrait plutôt le voir comme une richesse, parce que le travail justement que l'on prône un peu ici, hein, de faire les liens entre les langues, il pourrait se faire aussi entre l'arabe dialectal et l'arabe classique, ce qui permettrait d'arriver à la scolarisation en arabe, et ensuite, quand on est dans un cours en français, faire des liens de la même façon entre l'arabe, le français, voilà, naviguer entre les langues du répertoire de l'élève. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense que la place du dialecte et de la langue, voilà, de la véritable langue première de l'élève se pose en contexte arabophone. Merci Myriam pour cette réponse. Les autres questions tournent aussi autour de ce sujet, hein, du niveau de langue des apprenants. Alors, on a une question, est-ce qu'on peut commencer la discipline dite non linguistique et le FLE la même année dans les classes de primaire? Est-ce qu'il vaut mieux décaler? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des expériences menées d'un enseignement conjoint de démarrage en français dans un cours de FLE et d'un démarrage de discipline dans une petite classe, par exemple? Est-ce que vous connaissez des exemples? Est-ce qu'on peut l'imaginer ou est-ce que c'est complètement farfelu? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. On peut l'imaginer. Moi, je peux commencer, mais enfin, ça se trouve assez régulièrement. Hein, donc, quand l'immersion canadienne a démarré, enfin, on trouve toujours de l'immersion totale précoce. On commence tout de suite avec la langue seconde. Hein. Il y a des expériences maintenant qui existent aussi en Suisse, par exemple, depuis quelques années,
où on commence dès l'entrée à l'école à travailler la moitié du temps dans une langue seconde, en l'occurrence une deuxième langue nationale. Donc ça se fait. Évidemment, ça demande des stratégies de niveau spécifiques de la part des enseignantes ou des enseignants. De toute façon, on entre à l'école, on entre dans les disciplines, donc, et les élèves sont à un âge où ils accueillent de façon très favorable le travail dans une autre langue. On amène ça avec des outils un peu spécifiques, c'est très fortement multimodal. Enfin, la langue est accompagnée de pas mal d'autres choses, de supports, d'objets, de gestes, de dessins. Enfin, la langue n'est pas le seul support à l'école et d'autant moins avec les petits. Donc, on peut très bien entrer tout de suite avec des formes d'enseignement bilingues. Et justement, cet intervenant nous pose une question complémentaire quelque part. Il nous dit, est-ce que l'enseignant de FLE, du coup, est au service de celui de la discipline? Est-ce qu'on peut présenter les choses comme ça? Autrement dit, on a bien compris qu'il y avait un lien fort entre les enseignants de FLE d'un côté, enfin en tout cas si on parle du français, langue d'enseignement, mais est-ce qu'on peut le considérer de cette façon? Autrement dit, est-ce que le professeur de français a vraiment se mettre au service de son collègue de discipline? Alors, je peux répondre puisque ça concerne un peu la collaboration. Ce qui a été présenté, c'est qu'il y avait énormément de modalités en fait de réalisation. Il n'y a pas une recette idéale. Ça se négocie entre les enseignantes, entre les relations interpersonnelles, professionnelles. Et il faut que chacun puisse s'y trouver bien. Je pense là aussi à la citation de Ismaël Acosta, il faut avoir son périmètre d'action. Donc ça, c'est à voir peut-être qu'il n'y a pas forcément une façon de faire constante, mais aussi en fonction d'objectifs, et s'il y a des curseurs aussi à déplacer en fonction d'un travail sur projet, en fonction de la mise en place d'un emploi du temps, voilà, avec une certaine alternance. Et ça se négocie aussi, ça se négocie ou ça s'invente avec son collègue. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine marge de manœuvre qui est laissée et qui repose en fait à la fois sur les envies, enfin en tout cas les envies et les objectifs des équipes en charge de ces programmes et qui peuvent ajuster en fait en fonction à la fois de leurs possibilités, de leurs capacités, peut-être aussi de leurs contraintes, leur collaboration, c'est ça? Il n'y a pas de schéma précis? Oui, et puis avec un projet, vraiment travailler aussi ensemble. Et ça, c'est très important, puisque là, je n'ai pas montré, mais enfin, il y a aussi l'envers ponctuel du décor. C'est que si la co-intervention est une obligation de l'établissement et que ça n'a pas été conçu, réfléchi ensemble, ça peut avoir un effet contraire. Par exemple, un enseignant de français qui se retrouve, ou un enseignant de langue qui se retrouve dans la classe de son collègue et qui n'arrive pas à trouver sa place et qui de temps en temps va intervenir pour faire une traduction ou pour circuler ou papillonner comme un dictionnaire dans lequel il ne va pas y avoir cette collaboration et cet enrichissement réciproque pour travailler de façon conjointe. Donc c'est vraiment important de le construire ensemble. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, une autre question qui revient régulièrement dans nos discussions avec les professeurs, c'est comment penser l'alternance des langues en classe. Donc, c'est ce que vous avez présenté, Myriam, je crois, l'alternance séquentielle. Donc, en fait, les professeurs, parfois, sont un peu démunis, soit parce qu'ils n'ont pas un niveau de langue suffisant, enfin, en tout cas, qu'ils jugent suffisant pour pouvoir être suffisamment à l'aise en alternant les langues, soit qu'il n'est pas assez de points de repère pour savoir à quel moment on peut introduire justement la langue 2 par rapport à la langue 1. Est-ce que vous auriez justement des pistes de réflexion à proposer à ces enseignants-là? Je commence alors. Juste une idée qui me vient comme ça, qui est souvent, qui n'est pas la mienne, hein, je dirais, elle est souvent répétée parce que je pense que c'est un moyen assez simple de didactiser l'alternance et qui fonctionne dans à peu près toutes les disciplines. Hein. Souvent, on part dans un cours des représentations des élèves sur un phénomène. Et quand on demande aux élèves d'exprimer leur représentation dans une langue 2, en général, c'est le silence dans la classe. Et ça ne fonctionne pas. C'est très difficile de partir de l'élève, en tout cas au début, hein, ensuite quand il a acquis. Donc, moi, dans les classes que j'ai observées, c'est souvent le problème. Et ça se débloque quand le prof autorise le recours à la L1. Donc, c'est vrai que là, par exemple, c'est quelque chose, on peut se dire en amont du cours. Je sais qu'ils vont le dire dans leur L1.
Et moi, je vais les accompagner petit à petit pour réussir. Je vais noter par exemple, leur représentation, ils les disent dans leur langue maternelle. Je vais les noter en langue 2 au tableau et petit à petit, on va réussir à se construire un bagage linguistique qui va nous permettre d'entrer dans le document qui sera en français. Voilà, je pense que c'est la façon la plus simple. Hein. Après, il y a ce que Pierre Escudé a montré lors du dernier webinaire où on travaille sur des textes dans une langue et les questions sont posées dans une autre langue, par exemple. Ça, c'est possible aussi. Je laisse la parole à mes collègues. Très brièvement là-dessus, moi j'aurais 2 choses à dire. C'est que l'alternance, c'est une des modalités du travail bilingue, il y en a d'autres, hein, mais on peut parler aussi de contrastivité. Alors effectivement, vous en aurez parlé davantage avec Pierre Escudé notamment. Et parfois, on peut mobiliser d'autres langues pour montrer un certain nombre de choses sans forcément utiliser ces langues-là dans la communication, mais comme langue, un peu des points de repère, des points de comparaison, des points de contraste qui peuvent être mobilisés soit par les élèves, soit par les enseignants. Donc l'alternance, c'est une modalité aux différents niveaux qu'on a mentionnés, micro, méso, macro, mais il y a aussi notamment la mise en contraste, la contrastivité. Ça, c'est une chose. Après, je pense que les configurations de classe sont très variables. Hein. Parfois, on a effectivement une classe bilingue où les 2 langues sont connues, partiellement en tout cas, des élèves et des enseignants. Parfois, les élèves sont dans une 2e langue de scolarisation, mais la première langue des élèves est très peu connue par les enseignants et les enseignantes. Hein. C'est le cas de certains établissements français de par le monde. Alors, je pense qu'il faut voir les différentes cas de figure, mais dans ce dernier cas de figure où l'enseignant n'est pas équipé, a priori, dans la langue de l'élève, je pense qu'il est dans son intérêt, en tout cas, de montrer une curiosité linguistique. Alors, si ce n'est pas toujours et immédiatement dans la langue des élèves, dans d'autres langues en tout cas, hein, mais je crois que c'est important dans ces classes-là de montrer son ouverture de curiosité pour d'autres langues. Parce qu'on ouvre des robinets, on ouvre des passerelles, même si l'enseignant parfois est en insécurité, c'est peut-être un autre élève qui va traduire pour l'enseignant, etc. Ça met en expertise aussi les élèves, hein, c'est pas plus mal, mais je crois qu'il faut montrer cette forme de curiosité, parce que si on joue la sécurité linguistique et on verrouille parce qu'effectivement on serait pris en défaut, c'est un peu dommage parce qu'on se prive d'un certain nombre de possibilités. Très bien. D'autres commentaires sur cet aspect? Non. Je crois qu'on a fait le tour des questions qui nous ont été posées. Donc, on va s'arrêter là. Un grand merci à vous 3 pour ce passionnant webinaire qui a été salué dans le chat d'ailleurs, hein, par nos auditeurs. Juste pour terminer, ce webinaire a été enregistré, il sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de France Éducation Internationale et sur nos sites respectifs Fil Plurilingue et ADEB. Donc cette série de 3 webinaires est terminée, donc un grand merci à l'ADEB pour ces passionnantes interventions. Nous espérons peut-être continuer cette aventure, nous verrons sous quelle forme. Nous serons ravis de poursuivre le dialogue avec vous, chers auditeurs. Donc, vous pouvez aussi nous contacter sur nos sites respectifs dans les formulaires de contact pour poursuivre la discussion avec nous. Merci encore Myriam, Laurent et Catherine pour vos interventions et merci à vous, chers auditeurs et participants. Et je vous dis donc à très bientôt en ligne sur nos sites ou peut-être lors d'échanges plus tard. Voilà. Merci à tous. Donc, je termine l'événement et je dis encore une fois merci à nos 3 intervenants. Merci. Merci. Au revoir.